Bonjour et bienvenue dans l'émission Parlons Crypto, l'émission qui a pour vocation à vous expliquer pourquoi et comment la crypto et les blockchains vont changer notre univers quotidien. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon co-animateur Maxime Baron. Merci Maxime. Merci à vous. Et on reçoit aujourd'hui Samir Kolelat, le président fondateur de Yousimi. Samir, bonjour et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Bonjour Stéphane, bonjour Maxime, merci de m'avoir invité, je suis heureux d'être avec vous. Bon, Samir, nous, on se connaît depuis des années, mais nos auditeurs aimeraient en connaître un peu plus sur toi. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton parcours et comment tu es tombé dans le Web3 ? Ok, alors pour être bref, au fait, je suis un serial entrepreneur et ma spécialité, c'est de démarrer des entreprises sur des innovations technologiques, comme dans le passé, tout ce qui est réseaux locaux, ensuite réseaux distants, ensuite cloud, ensuite sécurité, et on s'est connus d'ailleurs dans la sécurité, dans le cloud. Et on est arrivé par la sécurité dans la blockchain et dans le paiement. Mais le paiement, nous, on a créé un porte-monnaie électronique en 2014, avant même Apple Pay. Mais les lois en France nous empêchaient de faire ça. Et puis, il fallait aussi qu'on vende notre société, que tu connais, qui était cotée en bourse. Donc, on est tombé là-dedans par la blockchain, par la technologie, par la sécurité. Mais on a évolué dans le paiement. Et aujourd'hui, notre spécialité, elle est totalement dans le pay-to-pay et dans les services de paiement. Passionnant. Merci beaucoup. J'ai une petite question par rapport à Yousimi, histoire que nos auditeurs aussi comprennent l'objectif et ce que vous êtes en train de construire, très clairement. Si je comprends bien, c'est une application, on va dire, 2 en 1 ou multiples en 1, qui permet d'un côté d'avoir son fiat, donc son argent, son euro, ou ses différentes monnaies fiduciaires, et de l'autre côté, sa crypto, avec un IBAN d'un côté et du coup des actifs numériques de l'autre. Concrètement, déjà, si tu pouvais nous dire comment ça fonctionne, juste une petite présentation assez rapide, et aussi comment tu comptes te démarquer dans un marché qui est aussi concurrentiel que celui-là. Ok. Au fait, pour vendre des cryptos, il faut des euros. Pour ouvrir un compte chez un prestataire de services en actifs numériques enregistré à l'AMF, il faut un prestataire de services de paiement qui lui contienne dans un compte de cantonnement ces euros. Il ne peut pas les gérer lui-même. Nous, ce qu'on a décidé de faire, au lieu de faire appel à plusieurs prestataires, nous avons signé un contrat avec Trésor pour que notre client il dépose ses euros sur un compte IBAN. Okay. Et ce wallet IBAN a une carte de crédit. Donc, ça lui permet à la fois de gérer ça comme dans sa précédente banque et d'avoir ses dépenses avec une carte Mastercard. L'intérêt, c'est que dans ce wallet que nous avons créé, qui est le wallet IBAN, il y a un porte-monnaie peer-to-peer qui permet d'acheter des cryptos. Donc, il va nous verser de l'argent de son compte IBAN à travers un porte-monnaie peer-to-peer pour acheter les cryptos, et il va recevoir les cryptos sur le compte crypto qu'il a créé chez nous. Donc les transactions sont fluides et elles sont de ce moment-là régulées et totalement conformes aux régulateurs pour la détention des euros que nous n'avons pas le droit de détenir pour le compte du client. Donc il les a sur son compte IBAN, dans un compte de cantonnement Trésor, qui derrière lui, il y a la Société Générale. Donc il est en confiance, le client, il a une carte de crédit. Et l'intérêt, c'est quand il va dépenser ses euros avec sa carte de crédit, s'il n'y a plus d'euros, il peut vendre les cryptos et il retrouvera des euros sur le compte IBAN pour les dépenser. Okay. En fait, tu as fusionné la notion de wallet et la notion de banque à distance, enfin de néobanque. Exactement. On a mis dans une seule application, et évidemment, il fallait regrouper plusieurs lois. Il y a l'ACPR d'un côté, il y a l'AMF de l'autre, il y a l'argent d'un côté, fiat, et la crypto de l'autre. Il fallait mettre tout ça dans un seul bac pour que le client ne soit pas obligé d'avoir plusieurs comptes, et qu'il utilise cet argent comme il en a envie à travers une carte de crédit s'il en a envie. Et s'il a envie d'acheter, il achète avec ce même argent. Et quand il vend, il retrouve l'argent dans le même compte. Donc c'est une simplicité pour le client. Et à la fois, il a un porte-monnaie électronique qui va faire du peer-to-peer. C'est si nous sommes tous les deux dans la même société Yousimi, je vais t'envoyer de l'argent en peer-to-peer, comme un virement, mais ça va être instantané. Très clair. Voilà.
Vas-y. Par rapport au risque de la volatilité liée aux cryptos, comment est-ce que aujourd'hui vous arrivez à gérer ça? Parce que c'est quand même un gros pan de la gestion d'une entreprise comme la vôtre, à mon sens. C'est que d'un côté, vous avez quelque chose de relativement stable, de l'autre, vous avez quelque chose d'extrêmement volatile. Comment vous arrivez à gérer toute cette partie-là? Alors, nous sommes dans le domaine du paiement. Ta question, elle aborde le problème du paiement. Avant ça, j'aimerais t'expliquer que notre fer de lance n'est pas de se bagarrer sur le champ de bataille des banques en ligne ou des traders. Oui, parce qu'on a éludé la question sur la concurrence. En fait, c'était la question que j'attendais de ta part. Disons que, où allons-nous, nous, Yousimi, allons-nous nous battre avec toutes ces banques gratuites, et cartes de crédit gratuites et les traders du type mastodonte? Je pense que ce marché-là est totalement saturé aujourd'hui. On ne peut pas le pénétrer, il faut avoir beaucoup d'argent. Nous, notre cheval de bataille, c'est le modèle de paiement. C'est un client qui possède déjà un wallet crypto, va acheter à un commerçant. Nous allons faciliter au commerçant le module de paiement pour qu'il accepte cette crypto et qu'il ne subisse pas le risque de change de cette crypto, qu'on lui la transforme immédiatement en euros et qu'on lui la verse sur son compte IBAN, parce qu'il a le compte crypto chez nous sur lequel il va recevoir la crypto, et on va lui les transformer immédiatement pour les verser sur son IBAN. Donc ça évite le temps de transfert, enfin de subir la volatilité sur le temps de transfert. Nous, dans notre technologie, on a un exchange qui va faire un taux de change en temps réel, et on va lui changer ces cryptos en temps réel en euros. Donc, il y a des laps de quelques secondes. La variation n'est pas si importante. Il ne va pas perdre beaucoup d'argent. Peut-être c'est des fractions de Satoshi et ce n'est pas grand-chose. Mais il faut savoir aussi que maintenant, MiCA est en voie de régulariser et de légaliser les stablecoins. Et la Suisse a déjà sorti son franc suisse en token. Donc on va avoir des tokens en euros, comme il en existe déjà maintenant 4. La France les interdit, c'est vrai, mais ils existent et ils sont en circulation. Donc moi, le commerçant, s'il veut accepter des euros en token, qui ont un collatéral et qui sont sécurisés, il a le droit de le faire, je ne peux pas l'empêcher. Ouais. Mais là, je n'ai plus besoin de faire du change. Il n'y a plus de problème de volatilité. Ce qui facilite aujourd'hui à ce que les commerçants acceptent de recevoir un paiement en crypto avec une monnaie qui est stable. On va y revenir tout à l'heure, mais en fait, ton axe de développement, c'est très essentiellement le commerçant, dans un premier temps, dont le besoin est de pouvoir recueillir des fonds en crypto. Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment nous allons aborder le marché, nous n'allons pas faire des publicités à la télé et à la radio pour acquérir des clients. Nous avons développé, grâce à notre technologie, un plugin de paiement qui va s'installer sur le site de commerce électronique. Ça n'a rien à voir avec le Web 3.0 qui, lui, tu connectes à un wallet. C'est anonyme, donc ça n'est pas encore réglementé. Donc, nous sommes dans le domaine de la régulation, nous sommes dans le domaine de la sécurité du commerçant pour le respect de la loi, parce que le commerçant, il a une obligation aujourd'hui de ne pas accepter en crypto un paiement qui est supérieur à 1 000 euros. Donc là, nous, on va faire le KYC de son client qui paye plus de 1 000 euros pour que ce commerçant soit sécurisé et qu'il puisse accepter le paiement. Donc ce plugin, nous l'avons installé et c'est là qu'on va diffuser notre marketing et notre attaque sur le marché. Nous avons déjà référencé notre plugin de paiement dans les marketplaces de PrestaShop, qui a 200 000 clients en Europe. Donc, nous, on va couvrir aujourd'hui principalement les 37 pays de l'espace économique européen, qui ont tous, même s'ils n'ont pas des euros, on va pouvoir convertir leur monnaie en euros, selon le commerçant ou en monnaie locale. Donc, on a déposé notre plugin déjà sur le marketplace de PrestaShop, 200 000 commerçants, de Shopify, 4 millions de commerçants, et de WordPress, qui a 40 millions. Donc, on va être visible immédiatement par un marketing qui n'est pas du tout coûteux, parce que les gens vont voir qu'il y a un plugin qui leur facilite l'encaissement sur leur site web
par notre technologie en crypto sans aucun risque, puisqu'ils peuvent encaisser soit en token stable, soit en crypto qu'on va échanger en euros, et ils vont être dans un cadre réglementaire en conformité avec la loi. Donc, ils vont installer ce plugin. Et là, ça va exploser parce que tout le monde demande, en fait. Et donc, tu as résolu aussi le problème de la volatilité des cryptos. Tout à fait. En pouvant utiliser notamment... Qui était un obstacle avant aux commerçants en disant si j'accepte le bitcoin et il chute de 20%, je perds 20%, parfois ça marche. Alors que là, il n'y a plus de risque de volatilité. Et alors, sur quelle technologie ça se repose? Alors, nous, on a développé depuis très longtemps, depuis la télécom, un exchange. C'était l'exchange des minutes entre les opérateurs. C'est fou d'ailleurs, on en a déjà parlé, hein, mais le nombre de convergences incroyables qui existent entre les systèmes peer-to-peer en télécom et dans Exactement. les Au fait, les opérateurs échangent des minutes et les minutes n'ont pas les mêmes prix d'un côté et de l'autre. Donc, on a conçu et développé ce qu'on appelle Exchange Engine pour les télécoms. D'ailleurs, on a gagné un prix d'innovation à la BPI Paris et à Île-de-France. On a eu un prix en 2020 et on a gagné 30 000 € d'ailleurs d'encouragement sur cet engine-là qui était bien développé. Et c'est cet engine-là qu'on va utiliser, qui lui est connecté sur plusieurs traders dans le monde pour récupérer le taux, parce que c'est le taux qui est le plus sensible dans cette histoire. Il va récupérer le taux comme on récupérait le prix de la minute. Il va calculer ce taux au millimètre près pour qu'il puisse être convertible immédiatement. Donc, on va accepter des tokens d'un côté, on va les convertir dans cet engine immédiatement et on va lui donner des euros aux commerçants. Donc, c'est cet engine-là qui est développé sur des langages du type Node.js, et des algorithmes qui vont faire le calcul de conversion d'une monnaie contre une autre. Et là, tu vas retrouver un payeur d'un côté et un receveur de l'autre. Et la conversion va se faire dans cet engine-là qui est développé à l'intérieur du plugin qu'ils vont installer sur leur site web. Tu vois, on est loin du Web 3.0, là où on connecte un wallet sur un paiement en type anonyme. Là, le client, il va faire son KYC, il va s'enregistrer sur la boutique de PrestaShop ou de WordPress ou n'importe quelle boutique développée en PHP. Donc, il va faire son KYC, il va s'enregistrer, il va payer en euros ou en token, et là, il va pouvoir recevoir sa marchandise s'il y a une livraison en toute sécurité. Je reformule, on a deux clients. On a nos commerçants d'un côté qui, eux, s'enregistrent pour pouvoir recevoir des cryptos. Et derrière ça, on a deux types de particuliers. On a ceux qui sont déjà adhérents de Yousimi, qui ont déjà fait un KYC et qui donc peuvent directement payer le commerçant à partir de leur wallet Yousimi. Ou des clients extérieurs qui, eux, doivent pouvoir KYC par votre intermédiaire pour pouvoir payer le client, enfin le commerçant qui est sur la plateforme. Alors, c'est-à-dire qu'on ne compte pas trop, et les commerçants ne comptent pas trop sur les clients qui ont des wallets Yousimi. Par exemple, si tu me dis aujourd'hui comment les commerçants vont rencontrer ce client qui a de la crypto. Il suffit qu'il mette sur son site web, comme on en a déjà des clients, et on a fait l'expérience, et on a vu que le résultat était assez satisfaisant. Il suffit que le commerçant aujourd'hui mette « j'accepte la crypto ». Crypto-friendly. Exactement. Et là, il faut savoir que récemment, on a entendu aux infos que 12% des Français ont déclaré au fisc avoir un wallet, parce qu'il faut le déclarer maintenant, ce wallet, un wallet en crypto-monnaie. Ça fait quand même pas loin de 6-7 millions de Français qui ont des wallets. On sait très bien qu'aujourd'hui, les Français qui ont des wallets, ils ne sont pas tous les 6 millions des assidus du trading. Donc, mais ils ont mis de l'argent comme investissement là-dedans. Bon, investir, c'est un état d'esprit, c'est une prise de risque. Par contre, acheter, c'est quelque chose d'utile. Donc, ils ont ces 6 millions des cryptos qui sont sur des wallets, mais ces actifs-là sont dormants. Si aujourd'hui, tu mets sur ton site web que tu acceptes la crypto, celui qui va voir qu'il y a de la crypto, il est tenté d'utiliser cet actif dormant qui est sur son wallet. Et il va cliquer sur « je paye en crypto », rien que pour voir comment ça fonctionne. Et il va payer en crypto, et il va voir que ça va bien se passer. Et là, ça va faire boule de neige parce que les gens en parlent autour d'eux. Donc le marchand n'a pas besoin de chercher sa clientèle, il suffit de leur indiquer qu'il l'accepte et il va l'avoir.
Et justement, tu parlais d'avoir certaines personnes qui en parlent autour d'elles. Également, Stéphane, tu faisais écho à ça. Aujourd'hui, Yousimi, c'est un produit, c'est un service qui est utilisé par certains commerçants, mais forcément, c'est proche de la crypto, donc j'imagine qu'il y a un aspect communautaire. Comment ça se traduit comment tout ça se traduit? Est-ce que vous avez une communauté déjà? Et si oui, comment vous faites pour l'engager? Comment vous faites pour continuer d'interagir avec elle? Alors, quand on travaille en B2B, on ne crée pas une communauté, en vérité. La communauté, elle est beaucoup plus un concept de B2C. Donc, c'est à nos commerçants de créer leur communauté. On a aujourd'hui un client qui a commencé à créer sa communauté, qui a 3000 points de vente en France. C'est un fleuriste, c'est l'agitateur floral. Lui, il va créer une communauté autour d'un token qu'il va créer, qui s'appelle Flowers, qu'on a créé pour lui, qui va être un point de fidélité donné à chaque fois que quelqu'un achète des fleurs en crypto, et il paye exactement en cashback. Tu fais ton cashback en crypto. Et là, il va créer sa communauté de Flowers. Ok. Et les flowers vont être échangés contre du Golfi, parce qu'il y a aussi des sociétés qui vendent des green fees dans les golfs, dans le monde entier, qui vont faire un token qui va être échangeable avec... Nous, notre souhait, c'est de trouver aussi un tour opérateur de voyage qui offre ça, pour que ça soit échangeable et que tous ces tokens vont être échangés. Donc, les communautés vont être créées par le concept de token. La tokenisation, c'est une communauté avec, comme il y a les blockchains aujourd'hui qui sont des communautés, Tezos, Phantom, Polygon, etc. Donc chacun des commerçants aujourd'hui sur une échelle européenne ou mondiale ou simplement régionale va créer sa communauté avec un token à lui, ce token il va donner un privilège, il va donner un cashback. Et on a même des places de marché qui vont émerger, qui n'accepteront de vendre qu'en contrepartie de crypto. Donc ils vont essayer de forcer un peu les choses pour se débarrasser totalement peut-être des intermédiaires qu'il y a. Parce que l'avantage du paiement crypto aujourd'hui, j'aborde le sujet... même si vous ne me posez pas la question, c'est aujourd'hui l'avantage du paiement en crypto, c'est si je suis commerçant et tes clients, tu vas me payer sans aucun intermédiaire, sans aucune commission, de ton wallet vers mon wallet. Ça, c'est le rôle du plugin. Il va mettre en contact pour le paiement l'utilisateur vers le commerçant. Ce commerçant, il sait que la clé avec laquelle il a payé, elle est ça. Il va lui envoyer un cashback en crypto d'un token qu'il a fait. Il va le recevoir sur son wallet. Les communautés vont être créées ici. Donc, il n'y a plus de risque Déjà, toi, en tant que client, tu ne mets plus sur Internet les informations de ta carte de crédit. Plus personne ne peut les hacker. Tu vas payer. Moi, je reçois... j'ai la sécurité du paiement, parce que c'est crypté, ça s'appelle crypto-monnaie. Ça, c'est un. Deux, je n'ai plus de danger, moi, en tant que commerçant, sur de la fraude. La carte de crédit, aujourd'hui, représente entre 3 à 7% de fraude. Ça fait depuis 1969 que la première carte de crédit est sortie. Ça fait des décennies qu'ils essayent de résoudre le problème de la fraude à la carte de crédit. Ils n'ont pas réussi. Nous sommes toujours à une moyenne de 3% de fraude. C'est énorme pour un commerçant. Quand on sait que tous les intermédiaires, ils sont là, ils vont coûter aussi aux commerçants entre 1 et 3%, parce qu'il y a beaucoup de coûts cachés qu'on ne voit pas. Il faut qu'il fasse appel à un prestataire de services de paiement, c'est souvent sa banque qui va lui prendre une commission, la commission de la carte de crédit. La commission de ce prestataire de services de paiement, elle est entre 0,6 pour les grands commerçants, mais elle peut monter jusqu'à 4,75, c'est énorme. Si on a un client qui s'appelle Chronoshop, qui vend des montres de collection de 10 000 jusqu'à 200 000, imagine qu'on lui prenne 5% sur sa carte de crédit. Pour lui, c'est un énorme montant. Maintenant, pour les fleurs, les bouquets de fleurs de l'agitateur floral entre 50 et 200, ou d'autres clients qu'on a qui vendent des coussins en ligne ou des produits d'étanchéité, la boutique étanchéité ou le coussin français, cela, ce n'est pas trop visible, les 2%. Mais sur le chiffre de l'année, quand ils font entre 3 et 5 millions, ça représente une somme qui est assez conséquente. Tu supprimes ce coût, la crypto devient un avantage intéressant pour le commerçant et sécurisé. Et il y a aussi une autre chose, un autre point, qui est quand le client ne reçoit pas sa marchandise, qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi, on retire l'argent au commerçant.
sans son avis. Et il faut qu'il se débrouille après pour prouver qu'il a livré. Ça lui coûte beaucoup d'argent de prouver qu'il a livré. Alors que là, c'est le commerçant qui décide avec le client s'il a reçu ou pas, et il résout son problème en direct et sans intermédiaire. Il ne passe plus par les prestataires de services de paiement. Et ça se voit sur la Il y a un côté blockchain. irrépudiable. Exactement. Crypto qui est très très confortable pour le commerçant. Donc si on résume, pour le commerçant, il y a cette dimension irrépudiable qui est tout à fait intéressante. Il y a le fait de désintermédier les banques, quand même le gros sujet des cryptos, et donc de diminuer sensiblement les coûts de transaction. Et pour le client, il y a cette notion de pouvoir payer en direct et éventuellement pouvoir utiliser ses plus-values de crypto pour pouvoir utiliser C'est-à-dire que ce plugin, on l'a sorti depuis très longtemps, mais il y a un tel lobbying et puis il y a un écosystème des cartes de crédit. Rien qu'en France, aujourd'hui, après le Covid, je pense qu'on a dépassé les 200 milliards de ventes en ligne, en chiffre d'affaires. Si tu prends 4%, ça fait quand même 8 milliards de commissions qui se volatilisent des commerçants. Donc, si tu redonnes ces 8 milliards aux commerçants, ils sont très contents de les avoir. Et ce lobbying a fait que nous, notre formule a mis beaucoup de temps à être déjà la réglementation. Regarde ce qu'il fallait qu'on fasse pour que notre plugin fonctionne. Il fallait qu'on puisse être en conformité pour offrir un IBAN sur lequel le client dépose ses fiat, une crypto pour qu'il puisse avoir ses cryptos et faire le plugin pour qu'il fasse la transition de l'un vers l'autre pour le modèle de paiement. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée aussi des États qui eux-mêmes vont sortir des euros cryptés avec l'arrivée de MiCA, je pense que ces obstacles sont en train de fondre et de disparaître. Et il n'y a aucune raison à ce que le développement du paiement en crypto, si tu enlèves blockchain et crypto, si tu raisonnes uniquement utilité technique, tu verras que l'utilité, elle est là, elle est 100% défendable par rapport à la carte de crédit existante, de tout point de vue. Et puis ça a des avantages notables sans forcément avoir besoin de parler de blockchain ou de crypto, rien que sur un transfert, mais c'est assez intéressant. D'un point de vue vraiment modèle, comment aujourd'hui votre entreprise génère un revenu? C'est-à-dire que tu as fait écho à ça rapidement tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de précision? Tu as remarqué qu'on a le full stack du paiement. Quels sont les facteurs du paiement aujourd'hui? C'est un compte qui reçoit de l'argent légal. C'est un compte qui reçoit de la crypto. C'est le module qui transfère tout ça. C'est aussi le calcul du taux de change. Donc tout ce stack, nous l'avons dans notre technologie, ce qui fait que nous pouvons aujourd'hui proposer un guichet unique aux commerçants pour qu'ils puissent, dans cette technologie-là, être d'abord tranquilles sur le plan réglementaire. Il a affaire. Aujourd'hui, en Europe, nous sommes le seul qui fait ce plugin sur les frameworks de CMS de sites web. Okay. Nous sommes le seul agréé. On a 2 concurrents aujourd'hui américains qui ne sont pas agréés, qui ne sont pas en conformité avec la loi européenne et qui ont des complexités pour que le marchand puisse adhérer à leur système. Des complexités, d'une part, par exemple, pour acheter en utilisant un de nos concurrents, il faut que le client final ouvre un compte chez lui. Je n'ai pas envie d'ouvrir un compte dans une société aux États-Unis pour acheter à un commerçant qui est ici en France. Tu es d'accord? Par contre, si moi, je n'oblige aucun client final à ouvrir un compte chez moi, il peut avoir son compte chez tous les PSAN français et européens. Et c'est tant mieux s'ils sont réglementés, parce que comme ça, on aura une facilité à savoir la provenance de l'argent pour le commerçant. Si le PSAN est réglementé depuis lequel est émis le paiement, tu n'as pas besoin de faire de KYC? Si, j'ai toujours besoin de faire du KYC s'il dépasse les 1 000 € en paiement. Mais s'il est déjà ce client chez un PSAN, ça veut dire qu'il a déjà fait le parcours difficile du combattant du KYC. Si on lui demande le KYC dans son ordinateur ou son téléphone, il a les éléments. Il va faire son selfie, il va donner la facture. Donc, c'est un peu plus fluide. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous, quand on va faire le KYC pour les commerçants, ils vont bénéficier tous de la même base. C'est ça.
Un client qui est venu une fois, tu le réutilises le KYC. Exactement. Il n'a plus besoin de faire un KYC chez un autre commerçant. Et tu l'identifies avec un wallet ou tu l'identifies avec le nom qu'il te donne? C'est le wallet de paiement ou c'est son identité qui Non, son identité, sa date de naissance. S'il nous manque des éléments, on va lui le demander. Mais il va surgir dans la base de données dès qu'il commence à faire son enregistrement. On va le voir. Son numéro de téléphone, c'est un identifiant unique. Son adresse email, c'est un identifiant unique. Même si son nom n'est pas conforme, enfin, même s'il a des homonymes, la date de naissance. Donc, il y a des éléments qui font que dans notre base de données, s'il s'est déjà enregistré en KYC chez un commerçant, quand il va acheter chez un autre commerçant, il va surgir de notre base de données. Ça, c'est une facilité qui est dans notre plugin, qui va être donnée au commerçant. Là, il va dire, OK, mais est-ce que mes clients sont tous obligés de faire des KYC? Peut-être certains d'entre eux, mais pas tous. Si c'est la première fois qu'ils viennent. Voilà. Oh, c'est la première fois qu'ils utilisent le plugin. Alors, il va venir une seule fois, après, il va accéder à tout. En fait, j'essaye d'avoir un monopole là-dedans, de dire, c'est comme les single sign-on de Facebook quand ils ont commencé à le faire. Moi, je vais faire un single KYC. Qui va être très intéressant pour eux parce que le KYC va être de plus en plus complexe et de plus en plus exigé par les régulateurs. Et là-dessus, d'ailleurs, un de nos projets, c'est de sortir un plugin sur les sites de commerce électronique qui est le plugin du KYC. Passionnant. Ce qui permettra effectivement d'étendre derrière la communauté des commerçants qui vont venir s'abriter derrière ce KYC. Tout à fait. Maintenant, s'il y a des PSAN et d'autres établissements réglementés, je ne parle pas des banques parce qu'ils ne le confieront pas à l'extérieur, s'ils veulent bénéficier de ce KYC, ils auront la base de données. Et s'ils sont contrôlés par les régulateurs sur ce KYC, ils retrouveront que le KYC est conforme, puisque nous allons être en conformité. Petite question, moi, c'est vraiment une petite curiosité technique. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais histoire de bien comprendre l'entièreté du protocole ou du plugin. Si je comprends bien, je suis un utilisateur, j'ai mon KYC qui est passé chez un fleuriste, par exemple. À cette entité... Tu n'es pas obligé de faire un KYC pour utiliser le plugin. Tant que tu es en dessous de 1 000 €. Et au-dessus de 1 000 €, ce n'est pas moi, selon la loi, qui fournit le plugin qui est responsable, c'est le commerçant. Je rends service au commerçant s'il le veut, pour lui faire le KYC, pour accepter un paiement de plus de 1 000 €. Mon plugin, il est passif, il est dans toutes les langues, il est universel, il est vendable sans aucune licence. C'est ce qu'il y a derrière le plugin que je vais offrir qui est réglementé. C'est-à-dire que si le commerçant veut recevoir ses cryptos sur un wallet qui est chez moi, je vais lui faire le transfert en euros, mais s'il a décidé d'utiliser le plugin et de prendre un wallet chez un autre PSAN, c'est libre à lui. Très clair. Tu vois? Et c'est à lui, à ce moment-là, de gérer ses cryptos. Mais s'il a décidé de prendre plus de 1 000 € en paiement du tout venant, c'est aussi de sa responsabilité. Donc mon plugin, il est hors réglementation. Par contre, les services qui vont entourer, puisqu'il y a quand même de l'argent qui passe là-dedans, j'ai voulu offrir un service parce que nous sommes venus sur un marché qui est vierge aujourd'hui. C'est que je connais très peu de sociétés qui ont ouvert des comptes chez des PSAN pour faire une diversification de trésorerie ou un investissement. Vous êtes d'accord? Mais je connais très peu de commerçants aujourd'hui qui ont fait le pas pour mettre un plugin pour acheter. En fait, une entreprise qui décide, moi je suis entrepreneur, je veux décider de prendre un wallet crypto, c'est pour diversifier ma trésorerie. Tu vas voir la culture que j'ai pour pouvoir aller dans ce sens-là. Mais prendre une décision en tant que directeur de mon entreprise pour améliorer les ventes et pour accepter un module de paiement, c'est un autre état d'esprit, c'est une autre réflexion. Du côté du particulier, lui, créer un compte pour spéculer, c'est peut-être pas mon intérêt ou mon hobby. Par contre, créer un compte crypto pour pouvoir acheter avec des avantages qui vont être présentés par certains sites qui vont me proposer le paiement en crypto, je vais pouvoir le faire. Donc, nous, on est dans un concept qui est totalement différent. Ici, il y a une utilité d'acheter. Là-bas, il y a un risque de spéculer. Donc, tu vois la différence entre notre modèle pour
pour pénétrer le marché, il est totalement différent du leur. On est sur un marché vierge. Donc aujourd'hui, je sais que sur les 200 000 sites de PrestaShop, il n'y a que 1000 qui sont équipés. C'est très peu, mais c'est très encourageant parce que ça augmente. Ça veut dire qu'il y a une demande. Ouais, et un marché à conquérir derrière. Voilà. Donc, tu disais tout à l'heure que c'était plus qu'un POC, qu'un Proof of Concept, que tu avais déjà des clients. Combien ça leur coûte aujourd'hui à tes clients? C'est quoi le business model de Yousimi? Les revenus, par exemple, le plugin, il est vendu sur les marketplaces à 139 € la première année. Une fois, par an? Par an, et la deuxième année, 20 € de maintenance. En fait, les 20 €, c'est pour couvrir parce que il y a un coût d'exploitation, c'est l'OPEX des calculs de trading et de taux. Et de hedge, surtout. ouais. Donc, on va les faire payer une maintenance de 20 €. Il ne faut pas oublier que ces frameworks évoluent. Et aujourd'hui, chez PrestaShop, il y a à peu près une dizaine de versions qu'on couvre. Mais demain, il y a une 8.8. Il va falloir que le client qui veut passer en 8.8, il va falloir qu'on lui fasse la mise à jour. Donc, dans les 20 €, il va avoir une mise à jour sur la 8.8 si l'année prochaine, il prend une 8.8. Donc, il y a un paiement. Ça, c'est un premier revenu qui va être... Parce que, si tu veux, notre business model, contrairement aux banques en ligne qui ont eu beaucoup de mal pendant les premières 5 années à atteindre les 50 000 entreprises, nous, je pense qu'on va atteindre des millions d'entreprises sur les 5 prochaines années. Je pense avoir sur les 40 millions de sites de commerce électronique en Europe, je pense avoir au moins 5 ou 6 millions. C'est énorme. 5 ou 6 millions multipliés par 20 € de maintenance, c'est un très bon revenu. Maintenant, quand le client il est chez nous parce qu'il veut être en conformité et il échange son crypto en fiat, en euros, je vais jouer l'agent de change puisque je suis PSAN et je vais lui prendre 0,5% si c'est une crypto fluide du type Bitcoin, Ethereum, DAI, etc. Par contre, s'il va choisir du Phantom, du Tezos, des trucs un peu plus complexes, on va lui prendre un peu plus de commission. Ça, c'est un deuxième revenu. Ouais, ça dépendra de la liquidité. Exactement. Donc, c'est le prix de la liquidité de change comme euro contre dollar. Enfin, c'est du forex, je dirais, mais à la crypto. Ouais. La question du business plan et du business model était notre dernière question pour aujourd'hui. On est arrivé au terme de notre émission. Un grand merci, Samir, d'avoir passé ce temps avec nous. C'était passionnant. Avec grand plaisir. C'est des applications telles qu'on les aime, c'est-à-dire c'est des applications concrètes de l'univers des cryptos et de la blockchain. Merci beaucoup, Maxime, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à nous le faire savoir, soit en commentaire, soit au travers d'un petit pouce bleu qui permet d'augmenter le référencement de la chaîne. Je vous remercie. Cette émission était donc sponsorisée par Yousimi aujourd'hui. On se retrouve bientôt avec un grand plaisir. Merci, Samir. Merci à toi, Stéphane. Merci, Maxime. Salut, Maxime. Et à bientôt. À bientôt.